Vous m'entendez? Ouais. C'est mieux? Ah ouais. Vous voyez l'écran? Si, si, ouais, on voit ton écran, Ah, David. Ouais, ouais, tout est impec, hein. super. Vas-y, Super. je change. Super. Donc on va commencer. On va commencer donc juste pour présenter un outil donc un peu collaboratif pour identifier des génotypes de tuberculose, hein, de germes du bacille Mycobacterium tuberculosis, donc responsable de la tuberculose. Donc on va faire un bref historique. Ensuite, on va parler de méthodes de machine learning, data mining qui permettent de faciliter, d'aider à l'identification des souches, des profils. Je vais parler d'une technique de typage qui s'appelle le oligotypage pour identifier certaines souches de tuberculose. C'est un Ensuite, bug. Eric et Wilfried vont parler un peu de différentes méthodes de machine learning aussi pour identifier les profils. Ensuite, on va terminer avec des perspectives. Donc, pour commencer, donc la tuberculose, donc c'est une maladie infectieuse hein, qui est causée par la bactérie, donc qui appartient au complexe Mycobacterium tuberculosis. Donc, il y a pas mal d'espèces et de sous-espèces dans ce complexe. Ensuite, donc c'est une maladie qui continue à tuer quand même. Bon, voilà, qui a tué par exemple 1,5 million de personnes en 2018, lorsqu'on regarde les données de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je passe la main à Wilfried pour la partie Knowledge Discovery from Databases. Ok. Bonjour à tous. Donc, dans le travail qu'on a fait, en fait, on a proposé en fait deux méthodes qui sont basées donc sur l'extraction de données à partir des connaissances, donc KDD en anglais, Knowledge Discovery from Databases. Ok, donc vous avez en fait une petite définition sur le slide. Donc, c'est le processus d'identification de schémas, donc valides, nouveaux, potentiellement utiles et compréhensibles dans les données. Ok, donc c'est une définition de Fayad. Ok, donc sur la droite, vous avez en fait un petit schéma qui récapitule un peu les choses. Donc en fait, c'est une approche itérative, c'est-à-dire qu'on va avoir les données au milieu, et en fait, on va avoir différentes étapes avec des allers-retours. Donc au départ, on va avoir la compréhension du contexte du problème. Ok, donc on va comprendre comment ont été produites les données, etc. Donc le contexte. Ensuite, on va avoir la compréhension des données, et donc quelles sont enfin, à quoi ressemblent les données, etc. Et ensuite, on va avoir une phase de préparation des données. Donc, on parle aussi de pré-traitement. Donc, en fait, souvent, les données brutes ne sont pas au format en fait, tel que nécessaire pour la partie modélisation. Donc, en fait, on va devoir les mettre en forme, donc sélectionner des attributs, faire de la correction de données. Donc, on peut avoir des données qui sont peut-être manquantes ou alors qui sont bruitées, etc. Donc, on va en fait avoir tout un ensemble d'outils qui vont nous permettre de mettre en forme les données pour l'étape suivante, qui est l'étape de modélisation. Et donc le modeling, donc en fait, on a deux types de modélisation, donc la modélisation prédictive et la modélisation descriptive. Donc l'idée, ce sera d'utiliser en fait des outils, donc des approches. Donc sur la droite, sur la gauche, vous avez quelques exemples. Donc il y a les réseaux de neurones, donc ANN, qui sont basés sur le fonctionnement du cerveau. Donc qui sont des méthodes assez performantes, mais qui malheureusement peuvent être vues comme des boîtes noires. Donc on n'a pas en fait d'explication, c'est-à-dire que l'interprétation des résultats n'est pas forcément claire. On a également les arbres de décision qui sont surtout utiles pour la classification. Et donc on va avoir un arbre en fait qu'on va construire de la racine aux feuilles, on pourra prendre des décisions par rapport à cet arbre. On a également les machines à vecteurs de support qui sont une technique de classification de régression. Donc ça c'est plutôt pour la partie analyse modélisation prédictive. On a également toutes les approches qui sont basées sur des règles, donc notamment les classifieurs les systèmes de classeurs par exemple, etc. Donc on va retrouver tout un tas d'approches classiques qui permettent de faire de la modélisation. Et bien entendu, on peut également proposer des approches qu'on a définies nous-mêmes en fait. Okay, donc c'est ce qu'on a fait également en fait.
Voilà, donc c'était une petite présentation rapide en fait de l'extraction des connaissances à partir de données. Donc en fait, après la modélisation, donc une fois qu'on a en fait défini notre modèle sur les données d'apprentissage, on va en fait avoir l'étape suivante qui est l'étape d'évaluation. Donc on va évaluer en fait nos modèles, donc voir est-ce qu'ils sont performants. Donc si on fait de la prédiction, on va en fait voir est-ce qu'on arrive bien à prédire soit des classes ou alors soit des valeurs numériques en fait. Et une fois qu'on peut avoir différentes itérations, donc généralement ça ne marche pas forcément du premier coup, donc on pourra avoir différentes itérations. Et une fois qu'on est satisfait en fait des résultats de test, alors on peut passer au déploiement de notre modèle, donc l'utilisation réelle. Voilà. D'accord, merci. Donc, tout à l'heure, on verra les exemples qu'on a mis en place pour le problème qui nous concerne. D'accord. Donc, on poursuit si vous voulez. Donc, oui, avec le spéligotypage, c'est quoi? Donc, c'est une méthode, une technique de laboratoire qui permet, à partir d'un locus bien précis dans l'ADN, donc dans le génome de Mycobacterium tuberculosis, on détecte une partie spécifique qui est riche en régions répétées. Ensuite, on détecte la présence ou l'absence d'espaceurs. Entre ces répétitions, donc il y a des présences ou des absences d'espaceurs qui sont spécifiques et qui vont nous donner donc un code qui peut être soit un code binaire, donc avec la suite de 1 et de 0, ou bien ce code binaire peut être transformé en code octal, donc avec les chiffres donc allant de 0 à 7. Donc, c'est ce qui réduit un peu donc l'information donc à 15 caractères pour analyser les données. Donc, à quoi se sert un peu ce polygotypage? Ça peut servir en fait à identifier donc quelques familles de tuberculose, donc des familles qui sont généralement spécifiques à des lieux géographiques, par exemple. Vous avez donc en Asie de l'Est, par exemple, la famille Beijing, qui est, comme on peut le voir sur le schéma, très majoritaire donc en Asie de l'Est, mais aussi en Russie, en Asie centrale et dans le sud-est asiatique, par exemple. Il y a d'autres familles de tuberculose, voilà, qui peuvent être très spécifiques à d'autres lieux géographiques, comme la famille latino-américaine, qu'on voit aussi donc en vert. Donc, dans la base de données CIDVIT, donc il y a une base de données des génotypes de tuberculose, hein, donc des germes de Mycobacterium tuberculosis. On essaye en fait on a donc toutes ces familles qui sont représentées par des règles binaires. Donc, à partir des polygotypes, généralement, donc lorsque on va dire un espaceur est obligatoirement présent sur le tableau, on va le noter par un carré rouge pour dire qu'il faut vraiment que cet espaceur soit présent pour faire partie de telle famille. Par exemple, la famille AFRI1 doit avoir l'espaceur numéro 6 obligatoirement présent. Et ainsi de suite, les espaceurs 7, 8, 9 obligatoirement absents. Donc, ce sont des règles binaires qui vont nous permettre de classer, entre guillemets, donc d'identifier donc des souches particulières. Pareil pour les Beijing, par exemple, on sait que généralement, le profil de ce polygotypage qui permet d'identifier les souches de la famille Beijing sont généralement avec un grand nombre d'espaceurs absents obligatoirement et quelques espaceurs, donc à la fin, généralement 9 espaceurs qui peuvent être présents. Donc à la fin, comme vous pouvez le voir dans les 43 espaceurs, donc les données binaires de Beijing. Donc je laisse la parole à Eric. Ok, merci David. Donc effectivement, une des premières méthodes qu'on a voulu utiliser pour justement pouvoir prédire les familles de tuberculose a été les arbres de décision. Donc sur les arbres de décision, je ne sais pas si tout le monde est familier, donc c'est une méthode de modélisation prédictive
qui va permettre de classer donc, les données en utilisant des règles qu'on peut modéliser sous forme d'arbres. Alors c'est dommage parce que je pense que vous ne voyez pas ma souris, mais si vous regardez donc en haut à droite de l'écran, vous voyez par exemple ce que c'est qu'un arbre de décision. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que l'algorithme va analyser donc l'intégralité des données, et donc il va rechercher dans ces données les attributs qui sont les plus pertinents pour pouvoir réaliser donc une classification. Donc si on prend l'arbre qui est en haut à droite, vous voyez que par exemple, hein, si on voulait prédire de quelle maladie souffre un patient, on donne donc toutes les données qu'on a sur les patients. L'algorithme va analyser toutes ces données et donc va dégager un arbre. Par exemple ici, hein, on va commencer par regarder la douleur. Est-ce qu'il a une douleur à l'abdomen, à la gorge, ou bien est-ce qu'il n'a aucune douleur? S'il a une douleur à l'abdomen, eh bien on pourra prédire a priori qu'il a l'appendicite. Si maintenant la douleur, c'est une douleur à la gorge, eh bien on va regarder un deuxième attribut, c'est l'attribut fièvre. Et en fonction de s'il a de la fièvre ou pas, eh bien on saura que s'il a de la fièvre, c'est un rhume. Sinon, s'il n'a pas de la fièvre, c'est plutôt donc un mal de gorge. Et donc on va procéder comme ça pour tous les attributs. Vous voyez, donc ici, si plutôt le patient déclare qu'il n'a aucune douleur, eh bien on va regarder est-ce qu'il a de la toux ou pas. Donc c'est pour ça qu'on parle ici d'arbre de décision, tout simplement parce que la décision qui va être prise in fine, eh bien c'est celle qu'on va retrouver ici au niveau des feuilles de l'arbre. Donc c'est celle qu'on va retrouver ici au niveau des feuilles de l'arbre, et vous voyez que en parcourant cet arbre, on est capable d'apporter une décision. Alors ce qui est intéressant donc avec ce type d'approche, c'est que d'une part, on obtient un modèle qui est facilement interprétable. Vous voyez que dire à quelqu'un, pour prendre une décision, il suffit d'observer un arbre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et puis, il y a un second intérêt à utiliser des arbres de décision, c'est que on obtient des modèles qui ne sont pas très gourmands en temps. Donc, au niveau du temps de calcul, en général, parcourir un arbre pour prendre une décision, ce n'est pas un problème très complexe. Donc, on a aussi donc, une prise de décision qui est relativement rapide. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des arbres de décision, parce que derrière, évidemment, il y a toute une technique. Mais la génération d'un arbre, elle est basée sur deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, c'est la notion d'entropie. C'est-à-dire que au moment où on va réaliser la partition, eh bien, l'algorithme va essayer d'identifier les partitions qui sont les plus homogènes. Donc, c'est cette notion d'entropie, c'est la formule que vous voyez ici, un P log de P. Donc, on va commencer par calculer l'homogénéité des partitions. Et ensuite, il y a une deuxième notion qui est fondamentale, c'est ce qu'on appelle le gain d'information. C'est-à-dire qu'on va rechercher finalement quels sont les attributs les plus pertinents en fonction du gain d'information qu'on aura sur l'entropie. Donc à la fin, en combinant ces deux éléments, en combinant à la fois l'entropie et le gain d'information, eh bien, on sera capable de générer ces arbres de décision qui vont nous permettre de prédire, qui vont nous permettre de dire, eh bien, en fonction de telle valeur sur un attribut, voici la classe qu'on est capable de prédire. Alors nous, ce qu'on a voulu faire justement, ça a été de réutiliser ces arbres de décision pour pouvoir prédire, à partir du scoligotype, est-ce qu'on est capable de déterminer de quelle famille de tuberculose il s'agit. Alors la méthodologie qu'on a utilisée, on l'a découpée en 3 étapes. Il y a d'abord une étape de pré-traitement. On a d'abord commencé par travailler les données. Une fois que ces données ont été travaillées, la deuxième étape a été l'extraction du modèle. Donc l'extraction du modèle, typiquement, ça correspond à la génération de l'arbre à partir des données qui ont été travaillées. Et puis enfin, la dernière étape, c'est l'étape d'évaluation des performances. Eh bien, on a évalué les performances pour savoir est-ce que le modèle qu'on a extrait est capable de prédire ou pas la famille de tuberculose. Alors, je sais pas si, je pense que c'est toi qui dois passer au slide suivant, David. Voilà. Alors, sur l'étape de pré-traitement, nous, ce qu'on a voulu faire, ça a été de repartir des scoligotypes et de faire une étape de réduction des attributs. Alors, comme disait David tout à l'heure en présentation, on a ces 43 espaceurs qui sont représentés ici. Donc, si vous regardez, alors, c'est dommage parce que vous ne voyez pas ma souris, mais si vous regardez sur la partie... en fait, j'ai l'impression qu'on ne voit pas tous les slides, David, non? J'ai l'impression qu'on ne voit pas le bas des slides.
Ah, ah ouais, donc, Ou ah alors oui, c'est peut-être moi, peut-être non? que c'est. Ah oui, il y a 43 attributs à la fin, sinon je réduis. Je Ah non, réduis. non, C'est bah, bon? écoute, non, ouais, ça venait peut-être de moi, j'en sais rien. Bon. Je vois pas non plus. Effectivement, Je vois pas. Enfin. en Ah, fait, j'ai mis attends. en plein écran et puis, Ah, attends, je réduis. Je réduis pour voir. Je réduis. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est meilleur comme ça? bon, bah, disons que ça passe. Bon. Est-ce que Mais en ça tout cas, passe ouais, mieux? donc ce que je disais, Enfin, ah, ok, mais tu peux remettre. Enfin, apparemment, il faut mettre en plein écran, apparemment. ouais, apparemment, il faut mettre en plein écran. Ouais. Si tu remets en mode présentation, D'accord. Ah, ok. ouais. Ah, ah ouais. Je remets en plein écran. Est-ce que c'est meilleur comme ça? Ouais, ok. 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 Donc, si vous regardez sur la partie basse des slides, donc on a les 43 attributs donc, qui correspondent aux espaceurs. Nous, ce qu'on a voulu faire, ça a été donc, de faire une étape de réduction des attributs. Alors, ce que j'ai fait, c'est assez simple. Hein. Finalement, comme on a des attributs qui sont binaires, donc 0 ou 1, est-ce que l'espaceur est présent ou pas? Eh bien, donc, j'ai simplement donc, transformé ce nombre qui est un nombre binaire, je l'ai transformé en décimal. Donc, ça m'a permis de générer 6 jeux de données différents. Donc, un jeu de données qui contenait 22 attributs, donc 22 attributs, j'ai simplement lu les espaceurs par groupe de 2. Donc, si je prends par exemple le premier groupe, 0 et 1, eh bien, je vais générer un nouveau jeu de données dans lequel 0 et 1, ben, ça va me donner 1. Ensuite, on a généré donc un deuxième jeu de données, cette fois avec 8 attributs. Ben, ce qu'on a fait cette fois, c'est que on a lu les espaceurs, mais cette fois par groupe de 8. Donc, si je prends non, par groupe de 4, pardon. Donc, si je prends, typiquement, si je prends les 4 premiers espaceurs, donc 0, 1, 0, 0, je transforme ça en décimale, eh bien, ça va me donner 9. Donc, je fais ça sur tous les espaceurs qui restent, et donc, ça me donne un nouveau jeu de données dans lequel, cette fois, je n'ai que 8 attributs. Et puis, si vous avez compris le principe, on peut générer d'autres jeux de données comme ça. Cette fois, on va lire les espaceurs par groupe de 4, 6, 10, 11. Donc, on va lire les espaceurs par groupe de 11. Donc, comme sur les 43, donc j'ai toujours du binaire, je peux transformer ce nombre binaire, je peux le transformer en décimal. Je l'applique sur tous les espaceurs et ça va me donner cette fois un nouveau jeu de données qui ne contient que 4 attributs. Donc, sur le même principe, on peut continuer jusqu'à le faire sur l'intégralité des espaceurs. Donc, si je prends tous les espaceurs, j'ai un nombre binaire, je le transforme en décimal et ça me donne le nombre que vous avez tout en haut. Donc, à partir des espaceurs, eh bien, on a été capable de générer 6 jeux de données différents. Un jeu de données dans lequel on a les 43, un jeu de données dans lequel on n'a que 22 attributs, un jeu de données dans lequel on a 8, un autre dans lequel on a 4, un dans lequel on a 2 attributs, et puis un dernier dans lequel on a un attribut. Alors, l'objectif, c'était de voir finalement, eh bien, avec tous ces jeux de données hein, qui synthétisent, qui représentent un petit peu notre polygotype, est-ce qu'on est capable de classifier la famille de tuberculose en utilisant des arbres de décision? Si tu passes au slide suivant, David. OK. Donc, ici, je vous montre un exemple. Alors, ouais, donc, avant de vous montrer les résultats, donc, je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne. Donc, sur la partie à gauche, donc, vous avez les 43 espaceurs. Pour chaque espaceur, j'ai la famille de tuberculose qui est associée. Donc, on voit sur la première ligne, c'est la famille Beijing. Et puis, à partir de la ligne 30, on a nos 43 espaceurs et ça correspond donc ici au bovis. Alors, j'ai plusieurs bovis tout simplement parce que, comme on a plusieurs échantillons, donc on a plusieurs polygotypes qui correspondent au bovis. Donc, les 43 espaceurs ne sont pas nécessairement exactement les mêmes sur tous nos échantillons. Et puis, de l'autre côté, donc sur la partie droite des slides, vous voyez donc ce que donnent les jeux de données lorsque le nombre d'attributs a été réduit. Donc, en haut à droite, vous voyez donc la réduction avec 4 attributs, et en bas à droite, vous voyez la réduction avec 2 attributs. Si on passe au slide suivant.
Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué, notre arbre de décision donc, sur ces jeux de données. Et donc, on obtient un arbre qui ressemble à ça. Alors, évidemment, on l'a fait sur les 6 jeux de données. Hein, sur l'exemple que je vous montre ici, parce que je ne peux pas tous les montrer. Je vous présente donc l'exemple qui a été obtenu avec le jeu de données qui contient 8 attributs. Alors, cet arbre de décision, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour pouvoir prédire la famille de tuberculose, on va commencer par regarder donc l'attribut numéro 7. Si cet attribut numéro 7 est supérieur à 23,5, donc c'est la partie gauche de l'arbre, on va regarder de nouveau l'attribut numéro 7. Si cet attribut numéro 7 est supérieur à 27,5, on va regarder cette fois l'attribut numéro 2. Maintenant, si cet attribut numéro 2 il est inférieur à 1,5, donc cette fois, on va partir à droite dans l'arbre, on va regarder l'attribut numéro 5, et en fonction de la valeur de l'attribut numéro 5, eh bien, on sera capable de prédire s'il s'agit plutôt d'un spolygotype de lame, ou alors s'il s'agit plutôt d'un spolygotype EAI. Donc, vous voyez que là, on a parcouru ensemble une règle, mais l'ordinateur, évidemment, il est capable de parcourir toutes ces règles-là pour pouvoir prédire. Donc, on l'a fait pour les 8 jeux de données, et puis, pour les 6 jeux de données, et puis ce qu'on a voulu faire, ça a été d'étudier les performances de notre approche. Est-ce qu'on est capable, effectivement, de prédire la famille en fonction du spolygotype et puis de la réduction qu'on a appliquée sur le jeu de données. Alors, si tu passes au slide suivant, David. Voilà, donc ici, je vous présente donc les résultats des performances. Alors, TP, donc la courbe TP, c'est ce qu'on appelle les true positives. Ça correspond en français, on parle des vrais positifs. Ce sont des éléments qui sont dans la classe et qui ont effectivement été prédits comme étant dans la classe. Donc, si je prends par exemple la famille des Beijing, on avait un échantillon qui était Beijing. En appliquant l'arbre de décision, eh bien, on l'a effectivement classé comme étant du Beijing. Donc, c'est ce qu'on appelle un vrai positif. On le classe correctement. Et puis, la courbe rouge, c'est ce qu'on appelle les false positifs. Donc, ce sont les faux positifs. Ce sont des éléments qui n'étaient pas, par exemple, dans la classe, mais qu'on a classés comme étant dans la classe. Donc, par exemple, un cas typique, les faux positifs, ce sont des éléments qui n'étaient pas des Beijing, mais qu'on a classés quand même comme étant des Beijing. Donc, ça nous donne, si vous voulez, un élément sur le taux d'erreur du modèle. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est quand on étudie l'évolution des performances en fonction de la réduction qu'on applique sur nos attributs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, si on regarde tout à droite, lorsqu'on utilise directement les 43 espaceurs, on a un taux de faux positif qui est proche de 0. Ça veut dire que, voilà, en utilisant les 43 espaceurs, on est capable de prédire pratiquement à 100%. On voit que le taux de faux positif, il est à 0 et le taux de vrai positif, il est pratiquement à 100. Alors, il n'est pas tout à fait à 100 parce qu'on a quelques erreurs, mais enfin, bon, ouais, vous voyez qu'il tend quand même vers 100%. Et puis, vous pouvez observer, lorsqu'on va du côté gauche de la courbe, plus la réduction qu'on applique sur le jeu de données est forte, et plus effectivement, on a un taux de bonne classification qui décroît. Donc, lorsqu'on est le plus violent, par exemple, lorsqu'on utilise tous les espaceurs pour ne faire qu'un seul nombre décimal, eh bien, on a un taux de vrai positif. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je ne sais pas, qui doit être à 0,58 ou 0,59, voilà. Alors que le taux de faux positif, vous voyez qu'il monte un petit peu. Alors, ici, je n'ai pas mis tous les éléments parce que lorsqu'on étudie les performances, on a les vrais positifs, on a aussi ce qu'on appelle les faux positifs, on a aussi les faux négatifs et les vrais négatifs. Donc, on n'a pas tout mis, mais enfin, ça donne une idée quand même des performances du modèle. Ce qu'on peut observer, et je crois que c'est le résultat le plus intéressant, c'est que lorsqu'on réduit sur 8 attributs, eh bien, on a des performances qui sont quasiment équivalentes à celles qu'on obtient lorsqu'on utilise directement les 43 espaceurs. Donc, le modèle qu'on a là nous laisse penser qu'avec uniquement 8 attributs, on fait aussi bien que si on avait les 43. Donc, voilà un peu pour les performances.
Je laisse la parole à mon collègue Wilfried. OK. Donc là, en fait, je vais vous parler en fait, de la deuxième méthode que nous avons proposée, donc basée sur les approches de type KDD. Okay, donc, on a proposé une méthode qui est basée en fait, donc, sur la génération de règles. En fait. Okay, donc, c'est une méthode donc, qui utilise un algorithme évolutionnaire pour pouvoir générer des règles à partir de masques binaires. Okay, donc, avant de voir en détail la méthode, donc, ici, on va voir ce qu'est un algorithme évolutionnaire. Donc, en fait, un algorithme évolutionnaire, c'est une méthode de recherche heuristique. Donc, en fait, c'est une méta-heuristique donc, qui a été proposée par John Holland en 1975. Et donc, c'est une méthode qui est inspirée par la théorie de l'évolution et qui est particulièrement bien qui est très efficace sur les problèmes difficiles. Et donc, sur la gauche, vous avez un schéma qui récapitule le fonctionnement. Donc, en fait, lorsqu'on va vouloir résoudre un problème pour lequel on n'a pas une méthode définie, en fait, on va en fait générer des solutions qui répondent au problème. Okay, donc, on va avoir une phase d'initialisation dans laquelle on va générer aléatoirement des solutions qui permettent de répondre au problème. Ensuite, on va avoir donc ça constitue une population de solutions et on va avoir différentes générations en fait. Okay, donc, à chaque génération, on va évaluer la qualité des différentes solutions. Donc, on parle également d'individus. Donc, on va évaluer leur qualité par rapport au problème à résoudre. Okay. Ensuite, on va avoir une stratégie de remplacement pour savoir quels seront les individus qui vont participer à la génération d'après. On va également avoir une stratégie de sélection des géniteurs, c'est-à-dire des individus qui vont en fait se recombiner. En fait. Donc, on va avoir un système de recombinaison, de variation. Donc, on va en fait tenter d'améliorer la population en faisant se combiner différents individus. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que l'information qui se trouve dans différents individus puisse se retrouver par la suite dans des individus uniques. Okay, donc, on va avoir de nombreuses générations et au fur et à mesure des générations, on va espérer que la qualité globale de la population augmente. Et donc, on va avoir un critère d'arrêt. Donc, généralement, ce sera un nombre de générations. Donc, on va dire au bout de 1000 générations, par exemple, on va arrêter notre algorithme. Okay, donc, on a différents types d'opérateurs. Donc, on revient. Donc, en fait, tout ce qui est en vert ici, en fait, les opérateurs en vert, ce sont des opérateurs qui ne sont pas dépendants du problème. Mais en fait, on a certains opérateurs qui sont dépendants du problème, donc, notamment la représentation. Donc, la représentation, donc, elle dépend du problème. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Également, les opérateurs de variation. Il faut qu'on sache comment combiner deux individus. Et donc, ça dépend du problème qu'on considère. Et on a également la fitness, donc l'évaluation. Ça dépend également du problème. Donc, ce sont les trois éléments sur lesquels on a vraiment travaillé. Parce que sinon, les autres éléments donc, qui apparaissent en vert, ce sont des éléments qu'on utilise classiquement, en fait, qui peuvent être réutilisés pour d'autres problèmes. Voilà, si tu passes au suivant. Donc là, on va d'abord voir la représentation. Donc, quels sont les choix que nous avons fait pour la représentation donc, et comment va fonctionner notre méthode. Donc, l'idée, c'est d'utiliser en fait des masques binaires et de faire des et binaires entre le polygotype et les masques. Okay, donc, comme on l'avait précédemment, donc les polygotypes sont sur 43 bits. Donc, en fait, on va avoir notre individu qui sera un ensemble de masques binaires de 43 bits. Et on a également une dernière valeur qui est la valeur de C, qui va nous permettre de combiner nos masques, enfin de combiner nos masques pour avoir un résultat de classification. Donc, dans le tableau du bas, donc en fait, C a une taille de 2 puissance n bits. On va voir pourquoi juste en bas. Donc, dans le tableau que vous voyez en bas, en fait, on voit qu'on a des règles. Donc, une règle, c'est l'application d'un et binaire entre le masque et le polygotype à caractériser. Donc, okay, donc, on veut pouvoir dire est-ce que le polygotype c'est telle famille ou pas. Donc, en fait, on va faire un et binaire entre chaque masque et le polygotype. Donc, ici, on va avoir, donc, comme on a m masques, donc en fait, on aura m règles. Enfin, on a n masques, donc on va se retrouver avec n règles. Donc, R0, R1, R2, Rn-1. Donc,
Donc, en fait, R0, ce sera le masque 0 avec le sous-oligotype, le binaire. R1, ce sera le masque 1 avec le sous-oligotype, etc. Donc, en fait, ici, dans le tableau du bas, vous avez un exemple avec n égale 2. Donc, on a deux masques. OK. Donc, comme on a deux masques, en fait, lorsqu'on va faire un binaire entre le masque et le sous-oligotype, soit on peut avoir 0, soit on peut avoir un résultat qui est supérieur à 0, en fait. On a deux possibilités. Non, en fait, reviens. Donc, soit lorsqu'on aura fait le binaire, soit on aura 0 en résultat, soit on aura une valeur supérieure à 0. Donc, en fait, si vous regardez dans le tableau du bas, la première ligne, R0 égale 0 et R1 égale 0. Donc, en fait, ça, c'est la première combinaison. Ensuite, la deuxième, c'est R0 égale 0 et R1 supérieur à 0. Okay. Donc, en fait, quand on va avoir deux masques, on aura en fait 2 puissance 2, donc 4 manières de les combiner. Donc, dans le tableau que vous voyez, ce sont les 4 manières de combiner en fait nos différentes règles. Donc, les 4 manières de combiner nos deux règles avec deux sorties en fait. Ok, donc, et dans la colonne du milieu, vous voyez les bits de C. Donc, lorsque le bit de C est à 1, on va prédire une classe. Et lorsque le bit de C sera à 0, on prédira les autres. Donc, en fait, ici, on va avoir une approche binaire, c'est-à-dire qu'on va prédire soit une classe en particulier, soit les autres. Okay, donc, on n'a pas une approche où on prédit tout de suite toutes les classes, mais on va passer par des jeux intermédiaires dans lesquels on va avoir une classe qui est définie et les autres qui sont mélangées. Okay, donc, et sur en bas à droite, vous voyez la taille de l'espace de recherche. Donc, en faisant ce choix pour la représentation, on va avoir une taille de l'espace de recherche qui aura cette formule-là. Donc, en fonction de n, on va avoir une taille qui va augmenter. Donc, dans la suite, en fait, on a pris n égale 4, que c'était un bon compromis entre complexité et efficacité. Donc, avec n égale 4, on se retrouve aux alentours de quelque chose qui est aux alentours de 10 puissance 50, en fait. Voilà, ok. Tu peux passer au suivant. Passe au slide suivant, s'il te plaît. Ok, merci. Donc, ici, donc, je parle en fait donc, de l'opérateur de variation, enfin des opérateurs de variation et de l'opérateur d'évaluation, donc la fitness. Donc, pour la variation, on retrouve principalement deux opérateurs, donc le crossover et la mutation. Donc, le crossover, il va permettre d'avoir deux parents et de mélanger leurs informations génétiques pour pouvoir créer deux enfants. Okay. Donc, pour ce faire, on utilise des points de croisement. Donc, nous, en fait, donc, pour chaque masque, on va avoir deux points de croisement et qui seront déterminés de façon aléatoire. Donc, le point de croisement pourra être n'importe où dans le masque. Okay, donc, on a deux points de croisement pour chaque masque et on les croise comme ça, en fait. Donc, ça nous permet de croiser tout notre individu, enfin, tous nos deux individus. Et on a également la mutation qui est en fait l'inversion d'un bit. Donc, le rôle de la mutation, c'est d'apporter de la diversité dans le processus, en fait. Et ensuite, sur la droite, vous avez l'opérateur de fitness, donc l'opérateur d'évaluation. Donc, comme on a une approche binaire, donc la famille de bactéries à prédire et les autres, donc on peut avoir des indicateurs qui sont les vrais positifs, les vrais négatifs, les faux positifs, les faux négatifs. Donc, on va utiliser ça pour avoir une valeur donc qui sera le coefficient de corrélation de Matthews. Et ça, c'est utile puisqu'en fait, comme on a un déséquilibre assez important entre les autres et la bactérie, la famille qu'on cherche à prédire, donc on va utiliser le coefficient de corrélation de Matthews pour pouvoir lisser le déséquilibre. Donc, vous avez la formule du coefficient de Matthews en bas. Donc, on utilise quasiment uniquement donc, les TP, TN, FP, FN. Donc, ça nous permettra en fait d'évaluer la qualité en fait de notre individu sur le jeu d'apprentissage. Ok, tu peux passer au suivant. Ici, je vais parler donc des différents paramètres que nous avons utilisés pour notre algorithme évolutionnaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a utilisé une valeur de n qui vaut 4. Donc, on a 4 masques binaires dans notre individu. Et en fait, on s'est retrouvé face au problème de convergence prématurée. C'est-à-dire que
comme notre espace de recherche est tellement grand, en fait, on a du mal à trouver la bonne solution. Et en fait, notre algorithme évolutionnaire, il converge, c'est-à-dire qu'on n'a plus assez de diversité pour pouvoir trouver de meilleurs individus. Donc, en fait, la population devient très similaire. Et en fait, il ne devient plus possible de trouver de nouveaux individus performants. Donc, en fait, pour pallier le problème de la convergence prématurée, on a mis en place différentes stratégies, donc notamment le tournoi par sélection binaire, enfin la sélection par tournoi binaire, qui permet de réduire la pression de sélection, le croisement de type headless chicken crossover, donc qui permet en fait d'introduire de la diversité, et également le modèle parallèle en îlot, qui permet en fait non seulement de gagner en performance en temps de calcul, mais aussi de conserver de la diversité dans les différentes îles, okay, et d'avoir des paramètres locaux. Donc en fait, sur la droite en bas, vous voyez le principe. Donc, au lieu d'avoir une seule population comme on a vu précédemment, on va avoir plusieurs populations qui sont sur différents îlots, et on pourra avoir des migrations des meilleurs individus toutes les N générations en fait. Donc ça permet en fait d'avoir des réservoirs de diversité différentes sur chaque île en fait. Donc ça permet en fait d'améliorer les performances en termes de qualité des individus. Et donc vous voyez donc les paramètres suivants en haut. Donc on a utilisé 24 îles avec 250 générations, 200 individus par île, une migration tous les 10 générations, et on avait des pourcentages de crossover, de mutation et de sélection par tournoi binaire qui variaient dans les intervalles qui sont là, donc entre 0, 5 et 8, et entre 0, 5 et 0,8 pour le crossover, entre 0,001 et 0,002 pour la mutation, et pour la probabilité de sélection par tournoi binaire, on avait de 0,6 à 0,9. Okay, donc chaque île a des paramètres différents. Voilà, donc ce sont les paramètres qu'on a utilisés pour notre algorithme évolutionnaire. Donc on a fait ça tourner. Donc pour chaque famille, on a fait tourner un algorithme évolutionnaire différent. Donc, on s'est retrouvé donc avec un modèle pour chaque famille, et ensuite on a en fait combiné ça en fait avec une approche. On a utilisé une approche pour combiner nos différents classifieurs pour chaque famille en fait. Donc à la fin, on se retrouve avec un classifieur qui permet de classifier toutes les familles de ce polygotype. Voilà, passe au suivant. Donc ici, vous avez un exemple de solution pour une des familles. Okay, donc on a les 4 masques. Donc on a un premier masque, un deuxième masque, un troisième, un quatrième, et on a une valeur de C. Ok, donc ça, c'est une des solutions qu'on trouve à la fin de notre algorithme évolutionnaire, donc après les 250 générations, on se retrouve avec ça. C'est-à-dire que cette solution-là permet, lorsqu'on fait les binaires avec le sous-oligotype, de pouvoir avoir de bons résultats sur une des familles. Ok, donc on a autant de solutions finales qu'on a de familles, et après, on les combine selon une stratégie avec des priorités. Donc on dit que si on a deux classifieurs qui donnent la même chose, alors on a une priorité pour un des classifieurs. Voilà. Donc sur le slide suivant, on a les résultats globaux. Donc ici, on a les résultats pour toutes les méthodes. Peut-être que je vous laisse commenter. Donc David, tu peux commenter la partie règle expert. Oui, donc on a tous les résultats. Voilà, comme disait Wilfried, on a donc tous les résultats. Donc le TP rate, donc c'est le taux de vrais positifs, donc de familles de ce polygotype qui ont été trouvés en fonction des différentes méthodes. Et on voit en fait que donc il y a toutes les méthodes globalement donnent, comme vous pouvez le voir, des taux de vrais positifs très bons. Voilà, très bons, c'est-à-dire qu'on arrive à prédire en fait de manière assez précise en fait les familles de ce polygotype. Et le taux de faux positifs, donc FP rate, est assez faible en fait hein, pour chaque méthode utilisée. Donc ce qui montre un peu donc que voilà les méthodes qu'on a vues donc avec Eric et Wilfried, donc les méthodes basées sur
les arbres de décision et les masques binaires donnent des résultats qui sont très proches hein, finalement des règles expertes, donc de la base de données. Lorsqu'on a comparé cela aussi avec d'autres outils existants qui permettent de prédire aussi les familles à partir des polygotypes, donc c'est très performant comme méthodologie. Pareil pour la précision. Donc, on a des précisions très, très bonnes hein, généralement, donc autour de 0,9. Et donc, c'est très bien pour la prédiction. Et, et voilà. Donc, pour conclure, donc il y a d'autres approches qu'on peut imaginer. Hein. Il y a d'autres approches, d'autres perspectives en vue pour classer les familles de polygotypes à partir d'autres marqueurs moléculaires comme les Miroux VNTR, c'est une forme aussi de répétition, donc à partir de 24 loci, donc 24 caractères. Là, ce n'est pas du binaire, ce sera des chiffres et des lettres, par exemple, ou voilà, des nombres assez plus élevés que les polygotypes. Et là, on va essayer, pareil, de classer avec ces algorithmes. Et une autre évolution, donc d'autres évolutions de développement futur, sont donc l'utilisation carrément des génomes complets, donc des génomes complets de bactéries, donc du complexe Mycobacterium tuberculosis, pour essayer de classer, d'identifier les souches. Donc, merci pour votre attention. Pour terminer, je vais simplement vous montrer un tout petit exemple de l'outil. Donc, l'outil est disponible donc en ligne, donc soit en ligne ou bien en ligne de commande aussi en fait. Hein. C'est Spol Lineages. Donc, si on va si on va donc sur Internet, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. On voit. Donc, vous voyez Spol Ligné. Ah oui, super. Donc, par exemple, donc là, on va juste faire un tout petit test, hein, un tout petit test. Donc, sur une seule souche, là, on a pas mal d'exemples. Mais là, si on veut voir simplement donc, un seul élément, on va sélectionner, donc, par exemple, j'efface donc ces éléments-là. Et en fait, donc, on va lancer simplement sur bien deux souches, les souches 3 et 4. Donc, qui sont représentées par les polygotypes, mais sous forme octale, donc un peu réduite. Et là, je vais appliquer les algorithmes, donc tous les algorithmes, les règles binaires, donc expert rules, l'arbre de décision et l'algorithme évolutionnaire dont on a parlé. Et en fait, lorsqu'on va lancer comme ça, donc là, c'est la version en ligne. Il y a aussi une version qui est donc en ligne de commande. Mais là, c'est pour faire plus simple. Donc, on essaie de lancer donc avec les 3 algorithmes dont on a parlé. Et là, on voit bien que il y a une classification qui est faite, d'accord? Il y a des classifications, donc on permet d'identifier, par exemple, la famille turque Afri, voilà, qui est identifiée un peu autrement pour cet exemple-ci. Mais si on regarde la famille Turquie, donc pour les expert roles, donc c'est toujours Turquie. Et pour l'arbre de décision, c'est aussi Turquie. Donc voilà, c'est des exemples un peu. Donc on peut utiliser cet outil pour classer, donc pour identifier des polygotypes, donc voilà, identifier les familles de tuberculose par exemple. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, des remarques. Donc, je vais arrêter le partage. Ah oui, c'est. Donc, si vous n'avez pas de questions. C'était très clair. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, Pour ma part, c'était très clair. Je voulais juste savoir si vous l'aviez publié, cet outil, ou pas. Oui, il est publié. Oui, il est publié. Je vais mettre dans le lien. Je vais mettre. Ah, il est là en fait. Donc il est publié dans la revue Database. D'accord, super, parce que ouais, ça permettrait de se replonger un petit peu dedans. Parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais des fois, c'est un peu
un peu touffu, quoi. Et enfin complexe quand t'es pas vraiment dedans. Et ça permet d'aller revoir un peu le papier au calme, quoi. D'accord. Moi, j'ai une petite question pour rapport à, enfin, ces spolygotypes, Ouais. comment tu les identifies, enfin, par séquençage, enfin, où est-ce Oui. que c'est, ça correspond à quelle région, Oui, voilà, c'est le du locus. génome? C'est un locus C'est particulier, et voilà, puis c'est tu le en extrais par séquençage ces informations-là? c'est ça, c'est le locus CRISPR. Il est appelé aussi Ouais. CRISPR ou bien locus DR. Donc c'est pour les direct repeats ou bien la région CRISPR en fait des Mycobacterium tuberculosis. Et à partir de cette région, on va identifier les 43 espaceurs qui nous intéressent. Et en fait, avec ces 43 espaceurs, qui sont soit présents ou absents, on peut essayer d'identifier les familles. Mais il y a plusieurs méthodes qui existent. Il y a d'autres équipes qui poussent un peu plus loin parce qu'il y a des régions très variables dans dans ces répétitions. Il y a des gens qui arrivent même à avoir plus d'espaceurs, par exemple même au-delà de 43, même au-delà de 50 espaceurs. Mais là, nous, on s'est arrêté aux 43 espaceurs parce que c'est des méthodes assez bien documentées et voilà, on peut plus simplement, on trouve que c'est beaucoup plus simple de commencer à partir des 43. D'accord. Et ça, David, tu penses qu'on pourrait l'appliquer à d'autres bactéries? Je pense à Oui, Ehrlichia parce qu'on a un complexe d'espèces qui est hyper compliqué, justement, où c'est pas très net. On connaît la diversité génétique est complexe aussi. Et moi, je suis jamais allé regarder ces espaceurs CRISPR là, mais ça m'intéresserait beaucoup. oui, on peut essayer. On peut essayer. C'est vrai que je connais pas très bien les Ehrlichia, mais on peut essayer de voir s'il y a des régions CRISPR, ça peut être ouais, l'occasion. Ouais, on peut voir s'il y a des régions CRISPR, on pourrait utiliser cette méthode pour identifier les souches. Ok, bah je reviendrai vers toi pour ça. Ok, merci.